Le climat change, tout le monde voit, c'est clair. On n'a pas besoin de faire un doctorat pour ça. Mais ce que j'ai appris il y a quelques minutes en regardant, j'étais en train de regarder quand vous arriviez, tous, c'est que vous êtes tous des grands spécialistes du changement climatique sans le savoir. J'ai regardé tout simplement les uns et les autres se garer leur voiture. J'ai regardé par exemple que quand vous essayez de garer vos véhicules, vous essayez de trouver un coin, en tout cas le coin où il y a le plus d'ombre. Et malheureusement, à un moment, il n'y a plus de place, donc vous êtes obligé de vous garer au soleil. Et je vois qu'il y en a qui ne sont pas très contents. Et je regarde de très près, ils se garent au soleil, ils ferment la vitre, mais juste un tout petit peu. Ils laissent un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous des grands spécialistes experts du changement climatique, parce que vous l'avez vécu. Vous savez que si vous garez votre véhicule au soleil pendant un certain temps, quand vous arrivez et que vous ouvrez la porte, il fait beaucoup plus chaud dans la voiture qu'hors de la voiture. D'ailleurs, si vous laissez la voiture fermée assez longtemps, avec les vitres fermées, les vitres vont exploser. Tout simplement parce que les rayons du soleil, le soleil entre, il fait chaud, ça chauffe, la température augmente, et à un moment, ça saute. Eh bien, considérez que la planète, c'est votre voiture. C'est ce qui est en train de se passer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a, comme avec le véhicule, la chaleur qui entre, il y a des gaz qui chauffent la planète. Je vais prendre un autre exemple. Tout le monde a fait la cuisine, ou au moins tout le monde a regardé sa femme faire la cuisine. Je vois des jeunes hommes qui font très bien la cuisine. Et vous savez que, très simplement, vous ouvrez le gaz, mettez le feu. Plus vous ouvrez le gaz, plus ça cuit. Et quand vous ne faites pas attention, eh bien, ça crame tout. La même chose avec le charbon. C'est le même principe. Vous mettez du charbon. Vous voulez augmenter l'intensité de la chaleur, eh bien, vous mettez encore plus de charbon. Et ça cuit plus vite. C'est exactement ce qui se passe. Pour faire encore un peu plus simple, imaginez, donc comme je disais, la planète, c'est l'équivalent de notre marmite, de notre véhicule. Donc imaginez qu'il y a 196 pays au monde. On va faire des blocs. On va dire, la Chine, par exemple, arrive, elle a une bonbonne de gaz de à peu près 30 kilos. Les États-Unis arrivent, bonbonne de gaz, 15 kilos. Les Européens arrivent, bonbonne de gaz, à peu près 10 kilos. L'Afrique, 54 pays, 55 pays, bonbonne de gaz, 3,3 kilos. Tout le monde allume le gaz. L'Afrique, à 54, peut mettre son gaz à fond. Ça n'a pas beaucoup d'impact. La Chine, par contre, énormément. Les États-Unis, énormément. C'est pour ça que le monde se retrouve à 197 pour demander aux uns aux autres, est-ce que tu peux baisser un peu ton gaz parce que moi, ça me fait mal. C'est ça la différence. Le changement climatique, c'est sérieux. C'est peut-être le seul problème en tant que continent qu'on n'a pas réglé. Enfin, peut-être le seul problème qu'en tant que continent, nous n'avons pas créé. Tout le monde le sait. Il y a des autorités qui sont dans la salle. Les grands défis pour notre continent, je pense que la lutte contre la pauvreté s'en est un. Et les solutions existent. Le dividende démographique, exactement. On sait que c'est un défi, mais qu'il faut le régler. Voilà un problème auquel l'Afrique est confrontée. Non seulement qu'il n'a pas réglé, mais qu'il n'a pas causé, mais qu'il ne peut pas régler tout seul. Vous êtes obligé de vous asseoir autour d'une table pour au moins que le problème, en tout cas en termes du phénomène, vous puissiez l'adresser. Premier problème. Deuxième problème, c'est un problème qui coûte excessivement cher. D'après le programme des Nations Unies sur l'environnement, l'Afrique a besoin, au jour d'aujourd'hui, d'à peu près 7 à 15 milliards de dollars pour s'adapter aux impacts du changement climatique. Quand on parle d'impact, pour faire très simple, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'augmentation de la température, par exemple, induit une augmentation de l'humidité. L'augmentation de l'humidité induit une baisse des rendements agricoles.
Les précipitations en termes d'impact. Je pense que tout le monde a compris qu'il y a un problème. Soit les pluies arrivent plus tôt, soit elles arrivent plus tard, soit quand elles arrivent en termes de volume de précipitation, vous avez en 2 jours, 3 jours, tout ce qui doit tomber en 3 mois. Donc même pour des zones qui ne connaissaient pas beaucoup de pluie, vous avez aujourd'hui, en termes de fréquence et d'intensité, des sécheresses et des inondations. Donc coût très rapidement, 7-15 milliards de dollars aujourd'hui. 2020, à peu près 35 milliards de dollars. 2050, à peu près 50 milliards de dollars pour l'Afrique en termes de coûts. Les économistes disent que ça va nous coûter à peu près 7% du PIB. PIB, pour faire simple, ça c'est des gros mots que les économistes utilisent, la richesse qu'on produit. Quand on sait que la grande majorité des pays africains, ou même au niveau mondial, n'ont même pas une croissance justement de la richesse de 5% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que les gains que nous faisons en termes de développement, eh bien, une année arrive une sécheresse et vous venez de perdre 10 ans, 15 ans. J'ai une amie qui est ambassadrice pour le climat dans une île, la Barbade. Ils viennent de connaître un ouragan, le plus important de leur histoire. Ils ont perdu 50% des infrastructures économiques en 24 heures. Donc, vous voyez un peu, et pour beaucoup, ils se sont endettés, il va falloir rembourser tout ça. Donc, non seulement c'est cher, mais c'est également un problème de développement. Les impacts vont rentrer dans chacun de vos domaines. En termes d'agriculture, je l'ai pris. En termes d'énergie, pour des pays qui ne produisent pas d'hydrocarbures. La facture pour justement non seulement la subvention, c'est-à-dire ce que l'État met pour que le prix ne soit pas reflété, généralement, ce montant-là est supérieur aux contributions du gouvernement pour la santé, pour l'éducation. On paye du carburant, on subventionne le prix du carburant, et ce qu'on met dedans, et le plus triste, c'est que c'est dans des États où justement il pourrait y avoir d'autres solutions. Quand le Maroc s'engage, par exemple, pour augmenter la part des énergies renouvelables jusqu'à 52% dans son mix énergétique, ce n'est pas pour faire plaisir au climat. C'est parce que le ministre des Finances de ce pays sait que ça lui coûte très cher d'importer du carburant. Et donc, qu'il faut aller vers des énergies propres, tout simplement parce qu'il y en a en abondance, c'est renouvelable et c'est moins cher. Donc le problème est sérieux, ce n'est pas un problème environnemental, c'est un problème de développement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les Japonais ont inventé ce terme, s'adapter, innover ou mourir. La première des choses, c'est comprendre. On ne peut pas régler un problème quand on ne le comprend pas. Et le premier point, c'est déjà comprendre le phénomène que nous subissons. Et ça se fait juste à travers des données, à travers l'observation systématique, avoir des données, comprendre quel va être l'impact de ce phénomène dans un secteur et sur un territoire donné. Si vous êtes en plein milieu du désert, vous allez probablement connaître une accélération du processus de désertification. Si vous avez un cours d'eau, le sable va rentrer beaucoup plus dans vos cours d'eau. Si vous vivez sur la côte, par exemple, vous allez avoir l'accélération de l'érosion côtière. Si vous avez construit des routes sur la côte, si vous avez construit des infrastructures, il y a des risques que ces infrastructures disparaissent. Si vous êtes un pays et que le tourisme vous tente, on a eu des exemples assez intéressants en Afrique où beaucoup avaient un potentiel touristique, voulaient notamment avoir des plages. 5 ans, 10 ans, il n'y a plus de plages. Donc si vous voulez que les touristes viennent pour être sur la plage et que dans 10 ans, il n'y a plus de plage, vous voyez que ce n'est pas seulement un problème du ministre de l'Environnement. Ça va être un problème un peu pour un peu tout le monde. Donc le premier point, comprendre le phénomène, observer le phénomène et pouvoir
le comprendre au niveau le plus local parce que les réponses sont au niveau local. Donc ça, c'est la première solution. Les pays qui se battent et qui réussissent le mieux ont des systèmes d'observation très poussés et ils peuvent même quantifier, ils peuvent même dire, voilà, en termes de baisse du rendement agricole, ça pourrait nous coûter tant à l'horizon X. En termes de perte du cheptel, ça pourrait nous coûter tant à l'horizon X. En termes d'énergie, nous dépensons à peu près 100-150 millions de dollars par an pour subventionner les hydrocarbures. Voilà ce que ça nous coûte. Ensuite, il vous faut des politiques et des programmes. Il vous faut renforcer les capacités de vos institutions à pouvoir intégrer cela dans les différents plans. Ensuite, il y a des secteurs. Et tous les secteurs ici sont concernés. Je vois beaucoup de personnes du secteur privé. Le secteur privé est très concerné. Le premier domaine, bien sûr, c'est celui des énergies renouvelables, mais même dans l'agriculture, l'irrigation, la petite irrigation, augmente vos rendements. Vous êtes moins vulnérable aux chocs climatiques. Les banques, beaucoup d'instruments financiers existent aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces risques en termes d'instruments de couverture risque climatique, en termes d'obligations vertes. Et le secteur des transports. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart des villes africaines, un niveau de pollution atmosphérique qui est supérieur à Beijing, qui est supérieur en Inde, quand il existe des véhicules électriques, des motos électriques. Et donc, les solutions existent par secteur et les solutions existent par instrument. Qu'est-ce que fait l'Afrique? Elle s'organise. L'Afrique s'organise, le Mali fait partie de l'Afrique et joue un rôle important. Le climat est peut-être la seule question qui est traitée à 3 niveaux, qui est traitée au niveau des experts. Quand les experts arrivent en bout de chaîne, ils passent le dossier au ministre. Quand les ministres arrivent en bout de chaîne, ils passent le dossier au chef d'État. Donc il y a un comité permanent des chefs d'État africains qui regardent les solutions, qui regardent les propositions des négociateurs africains. En plus de cela, puisque c'est un problème qui est local et spécifique, il existe aujourd'hui des initiatives pour justement valoriser les opportunités en termes d'énergie renouvelable, en termes d'adaptation du secteur agricole, en termes de développement d'instruments financiers pour faire face à tout cela. Et donc mon petit point, tout simplement, c'était cela. C'est de vous dire que face à tous les défis que nous avons, et Dieu seul sait que l'Afrique a des défis, on l'avait dit, pauvreté, démographie, migration, celui-là, beaucoup plus vicieux que les autres, c'est une tendance lourde. Il va rester et il faudra le traiter parce que nous n'arriverons pas, ou nous aurons beaucoup de mal à atteindre les objectifs tant que celui-là, on ne le traite pas. Mais comme vous le savez tous, les défis sont faits pour être relevés, les solutions existent, les innovations sont là. Et donc, en même temps, c'est une chance extraordinaire parce qu'un bond qualitatif peut être fait. On prend souvent le cas de la téléphonie, où beaucoup de pays africains sont passés directement, n'ont même pas connu le téléphone sans fil pour aller, enfin le téléphone filaire pour aller sur le téléphone sans fil. Donc, il y a des bons technologiques qu'on peut faire et beaucoup de pays africains aujourd'hui, en termes de téléphonie, sont à la pointe de la technologie. Et la même chose se passe pour l'agriculture, pour le transport, pour les énergies. Donc je vous invite tous à développer notre potentiel. Je vous remercie.